Concours de médecine pour l'année 2022. Donc, l'exercice 21. Sur la surface de l'eau contenue dans une cuve à ondes, on crée à l'instant t0 égale à 0 une onde progressive sinusoïdale de fréquence n en un point S à l'aide d'une pointe liée à un vibreur. Cette onde se propage sans amortissement et sans réflexion, avec une vitesse constante. Donc le document ci-dessous représente une section de la surface de l'eau suivant un plan vertical passant par le point S. À un instant T1, l'élongation de la source IYS est égale à 10-2 sinus de 100 pi T. Donc donner le 1, le AB, donc la valeur de l'instant T1, c'est-à-dire l'instant où donc on a cette distance AB est égale à 10 cm et on a la fréquence est égale à 50 Hz. Donc T1, c'est tout simplement cette distance ou bien celle-là, puisque le S, elle est au milieu. Donc c'est SB sur la vitesse. Donc on sait que lambda est égal à V sur N. Donc V est égal à lambda fois N. Donc on va remplacer tout simplement donc le V par lambda qui multiplie N. Donc on aura donc T1 est égal à SB qui est AB sur 2 sur lambda N. Donc on a, d'après la courbe ici, on voit qu'elle est formée par des longueurs d'onde. Donc il y a le contraste, quelque chose de sinusoïdal, et on a des longueurs d'onde. Donc on a AB, pour le AB, il y a 5 longueurs d'onde. Ici, 5, c'est-à-dire ici, il y a 2,5. Donc lambda est égal à AB sur 5, qui est égal à 2 cm. Donc le L, elle est égal à 2 cm. Donc on va remplacer donc ici. Donc on a SB égale à AB sur 2. Et lambda c'est AB sur 5. On simplifie ici. Il reste 5 demi de N. C'est-à-dire 5 sur 2 qui multiplie 50, c'est 1 sur 20 égale à 50 millisecondes. La question 22, on considère un point P de la surface de l'eau à l'instant T. P appartient à la crête numéro 4. Donc l'élongation du point P à l'instant T est. Donc P, il occupe la 4e crête. Donc lorsqu'on va tracer, donc les ondes commencent à partir de S et le P se trouve aux 4e crête. Ça, ce sont les crêtes. Donc, ça, c'est la première crête, 2e, 3e, 4e crête. Donc, on voit que S et P ne se trouvent pas sur la même horizontale. C'est-à-dire qu'ils sont en opposition de phase. Lorsque cela monte, l'autre descend. Donc, la distance SP, elle devait être égale à 2K plus 1 lambda. C'est-à-dire, c'est un nombre n'est pas pair. Donc, d'après ici, on voit qu'il y a 3 lambda plus NX. Donc, S et P vibrent en opposition de phase.
Donc, puisqu'il vibre en opposition de phase, donc automatiquement, le phi, il est égal à moins pi sur 2. Et on a l'élongation de P, c'est l'élongation de S, mais avec un retard de phase. C'est-à-dire, ici, c'est moins pi sur 2. C'est-à-dire, c'est l'élongation de la source, mais avec un retard ici. Donc ça, c'est un retard, c'est ça ce qu'on appelle le déphasage. Donc il y a un déphasage qui est égal à moins pi sur 2, car le P, elle est en retard de phase par rapport à la source S. La question 23. Donc on réalise la diffraction de la lumière en utilisant le dispositif sécontre. Donc ça c'est la fente, ça c'est l'écran, et on aura une tache lumineuse ici. Donc on réalise la diffraction de la lumière en utilisant le dispositif sécontre. Donc on réalise dans l'air 4 expériences en utilisant 2 lasers produisant 2 radiations de longueur d'onde respectives lambda 1 et lambda 2 pour différentes valeurs de la largeur A de la fente. On obtient les résultats indiqués dans le tableau ci-contre. Donc on a 4 expériences. Donc en faisant varier le A, c'est-à-dire l'ouverture ici. Donc on donne tangente de θ est égal à θ, c'est-à-dire que θ il est très petit. Et on donne, c'est-à-dire ça pour tout simplement faciliter le calcul. Donc la question 23, c'est trouver la valeur de la largeur de la fente, c'est-à-dire trouver le A. Donc voici le A, voici θ, voici la tâche, voici la demi-tâche. Donc tangente de θ est égal à L sur 2 sur D. Et tangente de θ est égal à peu près à θ, c'est-à-dire que θ est égal à L sur 2 sur D. Et on a donc d'après ce qu'on appelle le postulat de la diffraction, sinus θ à peu près est égal à θ est égal à lambda sur A. Donc on égalise ces deux termes, on aura donc lambda sur A est égal à L sur 2D. Donc d'après le tableau ici, on voit qu'il y a une valeur numérique de θ1. Donc on a θ1 est égal à L sur 2D. Donc D est égal à L sur 2 θ1. Donc puisque le L, elle est connue, on peut déduire la valeur de D. Donc D est égal à 1,6 mètres. Donc on connaît le D. Donc on a lambda 2 sur A2. Donc si on utilise cette expression-là. Donc lambda 2 sur A2 est égal à L2 sur 2D. D reste constante. C'est-à-dire que A2 est égal à lambda 2 fois 2D sur L2. Donc on a lambda 2, on a D, on a ici lambda 2, on a L2 et on a D. Donc on peut calculer le A2. Donc on trouve que le A2, elle est égal à 40 micromètres. Donc le A2, c'est A. C'est-à-dire qu'on a trouvé le A.
La question 24, donc on a les écarts angulaires, c'est-à-dire les valeurs de θ. Donc on veut réarranger les valeurs de θ. Donc quel est l'ordre qui est juste parmi les 5 propositions ici? Donc ici, puisqu'il s'agit de même lumière, c'est-à-dire que lambda elle est constante. C'est-à-dire qu'on connaît lambda 1, donc si tous les lambda est égal à 632,8 nanomètres. Donc on a θ égale à L sur 2D, on a D égale à 1,6 mètres, on a L3 est égal à 2L2, on a L4 est égal à L2 sur 2, et on a L2 est égal à 5. Donc, c'est-à-dire que le L3, il est supérieur à L2, il est supérieur à L4. Donc, on a le L2 égal à 5, donc L1 est égal à 3,2. Donc L2, il est supérieur à L1. Et on a L1, il est supérieur à L4. C'est-à-dire 5 sur 2, ça c'est 3,2, ça c'est 2,5. D'où on aura donc L3 supérieur à L2 et L2 supérieur à L1 et L1 supérieur à L4. C'est-à-dire que L3 supérieur à L2 supérieur à L1 supérieur à L4. Maintenant, on va diviser par le même terme de D, puisque D elle est positive. Donc cela, ça c'est θ3, ça c'est θ2, ça c'est θ1, ça c'est θ4. La question 25. Donc on a un noyau de thorium qui subit une série de désintégrations successives alpha et bêta moins pour nous donner un produit qui est le plan. Donc l'équation globale est de cette forme-là, avec alpha c'est l'atome de l'hélium et bêta moins c'est tout simplement l'électron. Donc on dispose d'un échantillon N0, noyau de thorium à l'instant T0. Donc à l'instant T0, on dispose de N0. L'échantillon contient à l'instant T, après une série de désintégrations, 0,25 millimoles de thorium et 0,75 millimoles de plomb. Donc ça, on donne la constante radioactive et on donne ln de 2 égale à 0,7. Donc, quelles sont les valeurs de X et Y? Donc ici, voici le thorium, voici le plomb, voici NX de alpha et NY de bêta moins. Donc d'après la loi de Soddy, on a donc la conservation. Donc, il y a conservation du nombre de masse
et conservation du nombre de charges. Donc, autrement dit, on a 230 est égal à 206 plus 4 fois x plus 0 fois y. Et ici, on a 90 égale à 82 plus 2x moins y. Donc, ici, on tire le x et on remplace ici pour trouver le y. On trouve le x égal à 6 et le y est égal à 4. La valeur de la demi-vie de thorium A, donc T1 demi. Donc ça, c'est facile normalement, puisqu'on a lambda, on a ln de 2, donc on sait donc lambda est égal à ln de 2 sur T1 demi, donc T1 demi c'est ln de 2 sur lambda, donc on a ici 0,7, on a lambda égal à 8,7 10 moins 6 en moins 1, donc on va trouver qu'il est égal à 8 10 à la puissance 4 en. La question 27, l'âge de l'échantillon. L'âge de l'échantillon, c'est-à-dire cet échantillon-là. Donc ici, on a cette relation-là. C'est donc la relation de la radioactivité. N de T égale à N0, l'exponentielle de moins lambda de T. On a N de T est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro, et le N0 est égal au nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Donc, on va remplacer N de T par son expression et N0 par son expression. On aura donc cette relation-là entre les nombres de moles au lieu de nombre de noyaux. Donc, le N à l'instant T, elle est formée par 0,25 mmol de thorium et 0,75 mm de plomb. Et à l'instant 0, elle est formée par le thorium, c'est tout. Il n'y a pas de plomb. Donc on a ici N de T, c'est 0,25 plus 0,75, c'est 1 mmol. Et N0, c'est 0,25 mmol de thorium. Donc, on va remplacer. Donc, ça, N de T, c'est 1. Donc, 1 sur 1, 0 sur 0,25 est égal à l'exponentielle de moins lambda T. Donc, logarithme de cette expression-là est égal à ln de cette expression-là, c'est-à-dire qu'on aura moins lambda de T est égal à moins ln de 0,25. Donc, on va trouver que le T, normalement, il est négatif. Donc, tout simplement, j'ai mis la valeur absolue, mais c'est un temps déjà passé. Donc, le T est égal à cette expression-là, divisé par lambda. Elle est de l'ordre de 1,6 10 à la puissance 5 ans. Donc, le temps écoulé, normalement, c'est-à-dire qu'il est négatif. C'est-à-dire, voici l'âge de l'échantillon. Donc l'exercice 28, on considère le montage schématisé sur la figure suivante. À l'instant T0, on place l'interrupteur dans la position 1 pour faire charger le condensateur. Donc, il y a un courant qui circule
de la forme 6, 10 à la puissance moins 3, l'exponentielle de moins 1000 sur 33 en ampères. Donc, ils ont donné le E, c'est-à-dire la force électromotrice, et la valeur de la résistance. Donc, les valeurs de la résistance petit r et de la capacité C. Donc, voici le croquis. Donc, le courant, elle passe ici. Donc, on a, d'après la loi des mailles ou bien la loi d'addition des tensions, on a E moins R I de T est égal à UC de T plus UR. Donc, E moins R I de T est égal à Q, puisque Q est égal à CUC, c'est-à-dire que UUC est égal à Q de T sur C. Et ça, c'est égal à R I de T. Donc, on va dériver cette expression-là. Donc, la dérivée de ce terme-là est égale à la dérivée de ce terme-là. Donc, la dérivée de E est égale à 0. La dérivée de cette expression-là est égale à moins R dI sur dt. Et ça, la dérivée de dQ de t sur dt, 1 sur c. Et ça, c'est R dI sur dt. Donc, ça, c'est moins R dI sur dt. Et dQ sur dt, c'est I. Donc, on va regrouper les termes ici. On aura cette expression-là. Donc maintenant, en faisant introduire le I de t, l'expression de I de t, donc on va la dériver, on va la remplacer ici. Donc la dérivée de ce terme-là, c'est ce terme-là. Puis on va le remplacer ici, et ça, on va la mettre ici. Donc on aura cette expression-là. Donc j'ai remplacé le R par sa valeur, puisque le R, il est déjà donné ici, le R. Donc on aura cette relation-là, qui relie le R avec le C. Donc pour trouver le R, on a I0. Donc I0, c'est cette expression-là, on va mettre T égale à 0. Donc qui est égal à 6, 10 moins 3, elle est égale à E sur R plus R. Donc on déduit le petit r. Donc le R, elle est égale à ce terme-là, donc est égal à ceci, donc est égal à 50 ohms. Donc une fois on connaît le R, on remplace ici pour trouver le C. Donc le C, après calcul, on va trouver qu'il est égal à 33 microfarads. Donc voici le R et voici le C. La valeur de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Quand UC est égal à 75% de E. Donc ça, c'est facile encore. Donc on connaît que l'énergie emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi CUC au carré. Et que UC, elle est égale à 75% de E. Donc le E, il est égal à 6. Donc on va trouver que le UC est égal à 450 sur 100. On va enlever ici au carré. On va remplacer C par sa valeur. On va trouver qu'il est égal à 0,33 millijoules, c'est-à-dire 0,33 10 moins 3 joules. Donc 10 moins 3 joules, c'est millijoules.
Donc lorsque le condensateur devient totalement chargé, on bascule K en position 2, à un instant pris comme nouvelle origine des dates, T0 égale à 0. Donc l'expression numérique de la tension aux bornes du condensateur, donc le UC de T. Donc quand on faisant passer l'interrupteur de la position 1 à la position 2, donc dans ce cas-là, le condensateur commence à se décharger. Donc s'il se décharge, alors il y a tout simplement, c'est-à-dire sans démonstration, parce que ça demande un peu de temps, c'est que le UC pour la décharge, elle est égale à E, l'exponentielle de moins T sur taux. Donc tout simplement, il faut chercher le taux. Puisqu'on connaît le E, il faut chercher tout simplement le taux. Donc on a taux, on connaît quel est égal le produit de R fois C. Donc on a trouvé, donc ça c'est R fois C, donc il nous donne ce terme-là. Donc lorsqu'on va mettre 1 sur T, on va trouver ce terme-là. Donc maintenant, il figure le terme 1000 sur 31,35. Donc il se trouve ici. Donc d'où UC de T est égal à 6, l'exponentielle de moins 1000 sur 31,35 T. Donc voici la réponse. Donc, donc il faut apprendre par cœur. Donc, si le condensateur se décharge, UC est égal à E moins T sur taux. S'il est en charge, UC est égal à E facteur de 1 moins E moins T sur taux. Donc, c'est facile à apprendre. La question 31, la valeur de la tension au bord du condensateur ohmique, c'est-à-dire qui traverse la résistance. Donc, on a UC de T plus UR de T égale à 0. Et on a UC de T égale à 6, l'exponentielle de moins 1000 sur 31,35 T. Donc, UR de T est égal à moins 6. L'exponentielle de moins 1000 sur 31,35 T. Donc, pour T égale à 0, donc ce terme-là est égal à 1, elle reste moins 6 volts. On réalise un circuit électrique série comportant une bobine d'inductance L et de résistance pulsitaire, un conducteur ohmique de résistance R égale à 50 ohms, un générateur de tension de force électromotrice E et un interrupteur K. À l'instant T0 égale à 0, on ferme K, un système d'acquisition dont l'évolution
de la tension UR aux bornes de conducteur ohmique et l'énergie emmagasinée dans la bobine au fil du temps. C'est-à-dire ça, c'est UR en fonction du temps. Donc ça, c'est l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant qui traverse le circuit. Donc voici le circuit. Donc on a, d'après la loi des mailles, ou bien la loi d'addition des tensions, on a E moins UR est égal à UL de T. C'est-à-dire, on a, puisque UR est égal à RI de T, et UL est égal à L DI sur DT plus RI de DT, donc on remplace ici, puis on regroupe les termes, donc on va trouver cette expression. Donc on va diviser par L, on trouve donc DI sur DT plus R sur L, I de T est égal à E sur L. Donc voici l'équation différentielle vérifiée par I de T, c'est-à-dire que I de T c'est la variable. La valeur de la force électromotrice, c'est-à-dire quoi est égal à E. Donc, on a taux, elle est égale à 5 millisecondes. Taux, c'est l'intersection de la tangente avec la valeur de UR à l'infini. Donc c'est ce point-là, donc l'intersection c'est 5 millisecondes. Donc, qui est égal à L sur grand R plus petit r. On a l'énergie mécanique et on a l'énergie magnétique qui est égale à 1 demi L I au carré. Donc l'énergie magnétique maximale est égale à 1 demi L I au carré maximal. On a UR de T est égal à RI de T. I de T maximal est égal à UR maximal sur R, c'est-à-dire UR à l'infini. Donc UR maximal est égal à UR à l'infini qui est égal à RE sur R plus R. Donc d'où l'énergie magnétique maximale est égale à 1 demi L. On va remplacer donc le I par cette expression-là, divisé par R au carré. Donc on trouve, c'est donc après on va remplacer le UR par RE sur R plus R. Donc après simplification, on va trouver cette expression-là. Donc ça, c'est taux. Et ça, c'est UR à l'infini. Divisé par R, parce que c'est RE. Et ça, c'est E. Donc maintenant, on peut trouver le E. Donc le E est égal à 2R qui multiplie ce terme-là, divisé par taux qui multiplie UR à l'infini. Donc on a maintenant donc, le R, on connaît le R. On connaît le E max, ça c'est 2, 4, 6 millijoules. On connaît le UR maximal, ça c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc, tout simplement, on va remplacer ici. On va trouver que le E est égal à 12 volts. La question 34, trouver les caractéristiques de la bobine, c'est-à-dire trouver le R et le L. Donc on a
UR max est égal à UR de l'infini est égal à RE sur R plus R. Donc maintenant, donc on connaît ces valeurs-là, donc on peut tirer le petit r. Car donc le R est connu, c'est 50, et le E vient de calculer est égal à 12, et UR de l'infini est égal à 10. Donc on va trouver que 50 plus R égale à 60, c'est-à-dire que R est égal à 10. Donc une fois on connaît le R, on connaît donc la constante du temps, L sur R plus R est égal à 5, 10 moins 3. Donc on peut trouver le L. Donc on trouve que le L égale à 0,3 Henry. Ainsi donc les caractéristiques de la bobine sont R égale à 10 ohms et L égale à 0,3 Henry. Donc, un skieur de masse petite n désire franchir l'espace entre deux tremplins symétriques AB, I et CD, J. Pour cela, elle aborde le premier tremplin en A, avec une vitesse VA tangente à AB. Tous les frottements sont négligeables au cours de son mouvement, donc d'ici jusqu'ici. Donc on donne le G, le VA, l'angle alpha, le sinus de 60, c'est-à-dire sinus de 2 alpha, et on donne à quoi est égal BI. Ça c'est H. Donc ce qu'on veut, c'est la valeur de la vitesse du skieur en B. Donc elle possède une vitesse en A, qui est la vitesse avec laquelle elle arrive au point B. Donc le skieur, elle va partir à partir de A pour engendrer le B sans frottement. C'est-à-dire que le R elle est perpendiculaire au plan incliné. Donc, puisqu'on connaît le VA, on connaît la dénivellation, c'est-à-dire la hauteur ici. Donc, sans entendre, on va appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, on est 1 demi MVB au carré moins 1 demi MVA au carré est égal à moins mg fois h. C'est-à-dire, donc, on va simplifier par les m et on va trouver simplement VB est égal à VA au carré moins 2GH. Donc, la racine carrée. Donc, application numérique, on va trouver qu'elle est égale à 14,1 mètres par seconde. Donc, racine de 2, c'est 1,41 à peu près, ou bien 1,42. Donc, le skieur chute sur la 12e tremplin dans la position C avec une vitesse VC tangente à CD. Donc, le mouvement est situé et étudié dans le repère grand I IJ, ça, dans ce repère-là, qui est supposé galiléen. Donc, la valeur de la distance BC.
Donc on a tracé le repère galiléen à partir de I. Donc voici IX, IY. Donc en arrivant au point B, avec la vitesse VB, le skieur va décrire un mouvement uniformément varié. Donc se forme, donc ça c'est un mouvement parabolique pour qu'il tombe au point C. Donc le C, il est dit c'est la portée. Et le S, c'est le sommet. Donc ce qu'on veut, c'est tout simplement cette distance-là. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique entre B et C. Donc entre B et C, en l'absence de frottement, donc le skieur il se met tout simplement à son poids. Donc on a cette expression-là, donc c'est égal à celle-là. Donc on va la projeter sur l'axe des X et l'axe des Y. Donc ça c'est vous le connaissez par cœur. Donc on va trouver des constantes A. Donc il y a des intégrations, première intégration, deuxième intégration. Donc on va trouver cette expression-là. Maintenant il faut trouver les constantes C1, C2, C3 et C4. Donc pour X égale à T, donc pour X à l'instant T égale à 0, il est égal à 0. Donc C2 égale à 0. Et le Y à l'instant T égale à 0, le H égale à C4 est égal à H. Concernant les vitesses, on a Y point de T. Donc on a Y point à l'instant T égale à 0 est égal à VB sinus alpha. Et X point à l'instant T égale à 0 est égal à VB cosinus alpha. Donc on a C1 est égal à VB cosinus alpha et C3 est égal à VB sinus alpha. Donc on le remplace, on va trouver cette équation-là et à cette équation-là. Donc de la première équation, ici, on tire le T, on va la remplacer ici. Donc, on va trouver l'équation de la trajectoire. Donc, voici l'équation de la trajectoire. Donc, le point B, il est désigné par XB égale à 0 et comme ordonnée, c'est H. Et C, il a X de C et il a le H. Donc, pour trouver le X de C, donc on va remplacer le Y par H et le X par X de C. Donc Y au point C égale à H et le X c'est X de C. Donc on va trouver le X de C. Puis on va faire la différence, c'est-à-dire XC moins XB, ça nous donne BC. Donc ceci, ça nous donne 0. Donc on a XC égale à 0. Donc ça n'a aucune signification. Donc ce qu'on reste à chercher, c'est le XC ici. Donc le XC, on va trouver qu'il est égal à, après calcul, on va trouver qu'il est égal à VB au carré sinus de 2 alpha sur G. Donc, c'est-à-dire que, puisqu'on connaît donc le VB au carré, c'est 200, sinus de 2 alpha, c'est 2 fois 30, c'est-à-dire sinus de 60, qui est égal à 0,866, on va multiplier par 20, on va trouver 17,32. Donc, le BC, c'est XC moins XB. Ça, c'est cette valeur-là, et le XB égale à 0, donc on va trouver que BC est égal à 17,32 mètres.
Donc l'expression de l'ordonnée du sommet S de la trajectoire, c'est-à-dire le sommet ici. Ça, on a trouvé la portée. Maintenant, on veut le sommet à laquelle elle arrive, le skieur, avant de tomber sur l'horizontale baissée. Donc, on a, donc par application du théorème de l'énergie cinétique entre B et S, entre le point B et S. Donc, on est 1 demi MVS au carré moins 1 demi MVB Y, c'est-à-dire, c'est la partie, c'est-à-dire la vitesse selon Y, est égal à moins mg fois h'. Donc, c'est cette partie-là, h'. Donc, on veut calculer h', puis on va ajouter le h ici. Donc, en arrivant au point S, donc lorsqu'il va arriver au point S, donc sa vitesse, elle est nulle. Donc, on peut trouver le h'. Donc, on peut tirer le h', donc le h', on trouve qu'il est égal à cette expression-là. Donc, la hauteur de S, c'est h qui est égal à h' plus h, donc est égal à cette expression-là plus h. Donc, tout simplement, donc maintenant, on trouve cette expression-là. Donc, on considère un oscillateur, c'est-à-dire, tout simplement, c'est un ressort attaché à une masse S. Donc, le centre de gravité, elle est mobile sur cet axe-là. Donc, à l'instant t égale à 0, x au g, elle est comprimée, c'est-à-dire est égale à moins 2 cm. Et v au g est égal à 0,2. Donc, on choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle. Donc cette position-là, c'est la position d'équilibre. Donc le plan horizontal contenant G comme étant de référence de l'énergie potentielle de pesanteur OPP. Donc on donne le M, les frottements sont négligeables, donc la valeur de l'énergie mécanique de l'oscillateur. Donc, on a l'énergie potentielle élastique, c'est 1 demi-K xg au carré plus une constante. Et puisqu'on a choisi la position où l'oscillateur n'est pas déformé, c'est-à-dire c'est la position d'équilibre, donc on se poids-là, le C égale à 0. Donc, il reste tout simplement C est égal à 1 demi-K x carré. Et on a l'énergie cinétique, c'est 1 demi-M x point au carré. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux. C'est la somme de l'énergie potentielle,
c'est-à-dire l'énergie élastique, et l'énergie cinétique. Donc, on connaît donc ça, le x est égal à 0,2, et l'autre est égal à 2. Moins 2 au carré, c'est 2. Donc, on va trouver qu'il est égal à 4 millijoules, ou bien 4 à 10 moins 3 joules. Donc, la question 39, l'expression numérique de l'équation horaire du mouvement S en mètres. Donc, on a l'énergie mécanique, on a le frottement sont négligeables, c'est-à-dire que l'énergie mécanique elle est égale à constante, c'est-à-dire que la dérivée elle est égale à 0. Donc, on va dériver cette expression-là pour trouver l'équation différentielle. Donc, la dérivée de cette équation-là dans cette équation-là, donc égale à 0, donc on va mettre x point en facteur, on va trouver cette expression-là. Donc, voici l'équation différentielle du mouvement. Donc, elle a la forme x secondes plus oméga 0 au carré, x égale à 0, avec oméga 0 est égal à 15 sur n. Donc, est égal à 10 sur 0,1 est égal à 100 radians. Donc, on a déjà trouvé ici le terme c'est-à-dire oméga 0 est égal à 100 radians, c'est-à-dire que oméga 0 est égal à 10. Donc ici, on va trouver le 10. Ici, le 10, le 10, le 10. Donc, reste maintenant à trouver le déphasage. Donc, la solution de cette équation différentielle est là, cette forme-là. Donc, on a oméga 0 est égal à 10. Donc, on va la remplacer ici. Donc, on a l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, est égal à 1 demi k x au carré plus 1 demi m x point au carré. Donc, lorsqu'on dérive cette expression-là, on va donc avec celle-là, tout simplement, on va trouver cette expression-là. C'est-à-dire après regroupement, c'est-à-dire on va remplacer x par cette expression-là, puis on va la dériver, on va enlever au carré. Donc, on va regrouper les termes, on va trouver qu'il est égal à 1 demi k xm maximal. Donc, on va trouver qu'il est égal à 1 demi k xm maximal. Donc, le xm, donc ça, c'est l'énergie mécanique. Donc, le xm est égal à 2, l'énergie mécanique sur k racine carrée. Donc, on va trouver l'amplitude ici, on va trouver qu'il est égal à 10 moins 2, 2 racine de 2. Donc, ça, c'est xm. Maintenant, il reste tout simplement à trouver le phi. Donc, on a x de t. Et on a xm est égal à cette valeur-là. Donc, à l'instant t égale à 0, ils ont donné que x de m, elle est négatif. C'est-à-dire, ce terme-là, elle est égale à ce terme. Donc, ça, c'est moins 2, 10 moins 2, c'est égal à 2 racine de 2, 10 moins 2, cosinus phi. Donc, cosinus phi, donc, après simplification, le reste est égal à moins 1 sur racine de 2, qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, cette valeur-là, on peut trouver soit cosinus de pi plus pi sur 4, ou bien cosinus de pi moins pi sur 4. Les deux, que ce soit cosinus de pi moins pi sur 4, ou bien cosinus de pi plus pi sur 4. Donc, est égal à ça, ou cosinus de pi moins pi sur 4. Donc, ça veut dire cosinus de 5 pi sur 4, ou bien cosinus de 3 pi sur 4. Les deux valeurs sont égales à moins racine de 2 sur 2. Mais quelle est la valeur qu'on doit retenir? Donc, il faut passer à la dérivation. Donc, on va dériver l'expression ici. Donc, lorsqu'on va dériver, ils nous ont dit que V0 est égal à 0,2. Donc, le V0, il est positif. Donc, 0,2 égale à moins, puisque lorsqu'on va dériver cette expression-là, il va donner moins 10 sinus de
dit t plus phi. À l'instant t égale à 0, donc il reste ça. Donc on va trouver que sinus de phi, il est négatif aussi. Donc ça, c'est-à-dire pour que sinus de phi égale à moins racine de 2 sur 2, il faut que sinus de pi plus pi sur 4. Donc c'est-à-dire sinus de 5 pi sur 4. C'est-à-dire maintenant on a cos et on a sin, c'est-à-dire que le phi il est égal à 5 pi sur 4 modulo de pi. Donc d'où x de t est égal à 2 racine de 2, 10 à la puissance moins 2, cosinus de dt, plus 5 pi sur 4. Donc le cosinus 3 pi sur 4 donc, à éliminer, c'est-à-dire la valeur 3 pi sur 4, c'est pas conforme. Donc, maintenant, on passe à la chimie. Donc, on verse dans un becher le volume V qui est égal, donc c'est un volume V0 est égal à 2, 10 moins 4 mètres cubes d'une solution SB d'hydroxyde de sodium de concentration CB égale à 10 mol par mètre cube. Et on y ajoute à l'instant T égale à 0 une quantité de matière Ne de méthanoate de méthyle égale à la quantité de matière NB d'hydroxyde de sodium dans la solution SB. On suppose que le volume de la solution reste constante, donc est égal à 2, 10 moins 4. On modélise la transformation qui se produit dans le milieu réactionnel par l'équation chimique. Donc la courbe de la figure ci-dessous représente les variations de la conductivité sigma du mélange au cours du temps. Donc l'expression de la conductivité sigma à l'instant t est sigma égale à moins 72 x plus 0,25 Siemens par mètre, avec x l'avancement de la réaction. Donc la conductivité molaire unique, lambda T, des ions présents dans les mélanges réactionnels, c'est-à-dire l'ion, voici l'ion, voici le lambda. Donc pour Na+, voici la valeur pour HO-, voici la valeur pour HCO2-, voici la valeur. On néglige les effets des ions H3+ sur la conductivité du mélange. On donne 75 divisé par 52 égale à 1,44. Donc la question 41, la valeur de l'avancement maximal de la réaction. Donc, voici l'équation de la réaction. Donc, voici l'état, voici l'avancement. Donc, l'état de synthèse, donc initialement, donc on a x égale à 0. On a ici 1, 0, on a ici n 1, on a ici 0, 0.
l'intermédiaire, on a l'avancement si x, on a ici n0 moins x, on a ici n1 moins x, le x va apparaître ici. Donc l'état final, c'est x max, n0 moins x max, n1 moins x max, x max, x max. Donc on a x de f, c'est n0 moins x max, qui est égal à n1 moins x max, puisque ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient stoichiométrique, et sont les mêmes. On a le même mélange. Donc le x max est égal à n0, est égal à n1. Donc, les deux sont les mêmes ici. Donc, d'où x max est égal à cb fois vb. Donc, on trouve qu'il est égal à 2, 10 moins 3 mol. La question 42, la valeur du temps de demi-réaction. Donc, T1 demi. Donc, on a sigma T1 demi, c'est sigma I, sigma final, c'est-à-dire sigma initial, le sigma final sur 2. Donc ça, c'est sigma initial, c'est 0,25 et sigma final, c'est 0,1. Donc divisé par 2. Donc on va trouver ce terme-là est égal à 0,175 Siemens par mètre. Donc on va essayer de passer une droite à partir de 0,175 Siemens par mètre. Donc voici 0, 0,1, 0,15. Donc voici à peu près 0,175. Donc on va tracer ça, puis on projette. Donc la projection, ça nous donne T1 demi. Donc ici, à peu près est égal à 12 minutes. La question 43, l'expression de la vitesse volumique de la réaction. Donc va être égal le volume. Donc à quoi est égal la vitesse? La vitesse volumique. Donc à quoi est égal la vitesse volumique de la réaction? Donc ici, on a toujours la courbe. On a, ça c'est donné par l'énoncé. Donc on a sigma est égal à moins 72x plus 0,25. Donc d sigma sur dt, c'est la dérivée. Donc la dérivée ici, c'est moins 72 dx sur dt. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc on aura donc dx sur dt est égal à moins 1 sur 72 d sigma sur dt. Donc la vitesse, on la connaît donc de produit, c'est 1 sur v dx sur dt. Donc on va remplacer dx sur dt par sa valeur. On va trouver que v est égal à moins 1 sur 72 v. Ça, c'est le volume, ça, c'est la vitesse. d sigma sur dt. Donc, on va trouver cette expression-là. L'exercice 44, la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l'instant t0 égale à 0. Donc, quoi est égal la valeur de v à l'instant t0 égale à 0. Donc, on a v est égal à cette expression-là. Et on a la courbe de sigma par rapport à t. Donc, sigma par rapport à t. Donc, on va essayer de raisonner sur cette tangente-là. Donc, la tangente ici, elle a une équation de la forme sigma de t est égal à a de t plus b. Donc, le sigma de t égale à 0. Pour 0, c'est 0,25, c'est-à-dire b égale à 0,25. Et sigma pour t égale à 20, c'est 0,1. Donc 0,1 est égal à 1,20 plus 0,25.
Donc on peut trouver le A. Donc est égal à moins 3 sur 400. Donc on va remplacer le A ici et le B. On va trouver que sigma est égal à cette expression-là. Maintenant, on va la dériver. Donc dériver ceci est égal à cela. Donc V, donc ça c'est le volume. Donc V est égal à 2, 10 moins 4, qui reste constante. Donc tout simplement, donc V, donc ça c'est la vitesse, est égal à moins 1 sur 72 qui multiplie le volume, qui multiplie d sigma sur dt. Donc on va trouver qu'il est égal à 0,52 mol mètre cube et minute moins 1. Donc voici la vitesse de la réaction. Donc on passe à une solution aqueuse S d'acide éthanoïque de concentration molaire C égale à 1, 10 moins 3 mol par litre et qui a une conductivité sigma égale à 5,2 millisiemens par mètre. Donc la conductivité molaire ionique, elles ont donné lambda de H3O+, est égal à lambda 1 et lambda de CH3CO2- est égal à lambda 2. On néglige l'effet des ions H- sur la conductivité de la solution. Ils ont donné ça pour faciliter le calcul. Donc, la valeur de la concentration molaire effective de l'ion oxynium en solution S est donc on a H3O+, c'est égal à sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Donc ça c'est donné par le cours. Donc on a sigma, on a lambda 1, on a lambda 2, donc on va trouver la valeur est égale à 0,130. Donc on va trouver que la concentration en ion H3O+, elle est égale à 0,133 mol par mètre cube. Donc on sait que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètres cubes. C'est-à-dire que 1 mètre cube est égal à 10 à la puissance 3 litres. Donc on va la remplacer. Donc on va trouver que H3O+, la concentration, elle est égale à 1,33 10 moins 4 mol par litre. Parce que ce qu'on a trouvé par mètre cube. Donc pour la conversion en litres, on va utiliser ce processus. Donc on va trouver qu'il est égal à 1,33 10 à la puissance moins 4 mol par litre. « 46. La valeur du taux d'avancement final de la réaction qui a eu lieu dans la solution S1. Donc on a taux 1 est égal à XF, c'est-à-dire X final sur X max. Donc on a XF, elle est égale donc pour l'élément, le premier élément, c'est CH3COOH. Donc, qui est égal, donc XF est égal à nombre de moles sur 1, puisque le coefficient stoichiométrique, il est égal à 1. Donc, il est égal à H3O+, qui multiplie V, qui est égal à 10 moins pH fois V. Et on a X max est égal à C1 fois V. Donc, taux 1 est égal à ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc, on va se débarrasser du volume. Il reste cette expression-là divisée par celle-là. Et ça, c'est une dilution. C'est-à-dire que C1 est égal à 10
que C1 est égal à, c'est-à-dire, on dilue 10 fois la solution S. Donc on a dilué 10 fois, c'est-à-dire que C1 c'est C sur 10. Donc on va remplacer ici C sur 10, donc on va trouver ceci. Donc on a le C, donc après calcul, on va trouver qu'elle est égale à 10 à la puissance moins 0,37. Donc pour s'en servir de cette relation-là, donc on va tout simplement, donc 0,37 c'est 1 moins 0,63. Donc ça c'est 10 moins 1 qui multiplie 10 à la puissance 0,63. Donc ça c'est 10 moins 1 et ça c'est égal à 4,26. Donc on va trouver qu'il est égal à 0,426. Donc, soit une solution aqueuse d'acide méthanoïque de concentration molaire C. Ça, c'est un acide faible. Donc, il y a une constante Ka du couple HCOOH, HCOO-. Donc, ce qu'on veut, le taux d'avancement final de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau. Donc, voici le tableau d'avancement. Donc, ça, c'est tabulé, donc c'est connu. Donc, le Ka, c'est la concentration des produits, c'est-à-dire c'est la multiplication des concentrations des produits sur la multiplication des concentrations de réactifs. Donc, ça, et ça sont les mêmes. Donc, on a X max est égal à N de HCOOHI, qui est égal à CI fois V. Et on a le XF est égal à N de H3O plus équivalent, qui est égal à concentration fois V. Donc, le taux, il est égal à XF sur X max. Donc, est égal, donc on va faire le rapport. On va se débarrasser de V. On va trouver que cette expression-là, c'est-à-dire que H3O plus est égal à taux fois CI. Donc H3O plus est égal à taux fois CI. Donc la conservation de la masse, donc CI est égal à HCOOH équivalent plus H3O plus équivalent. Donc égal à HCOOH équivalent plus taux CI. Donc on va trouver, donc on va amener ce terme-là à gauche, puis on va faire la différence, donc on va trouver que le HCOOH équivalent est égal à CI facteur de 1 moins taux. Donc, maintenant, on va la remplacer ici. Donc, ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Donc, après simplification, on va trouver qu'elle est égale à cette expression-là, c'est-à-dire taux au carré, qui multiplie CI sur 1 moins taux. Donc, CI, ce n'est rien d'autre que H3 au plus équivalent sur taux. Donc, on trouve que le Ka est égal à cette expression-là. Donc, on va maintenant introduire le ln décimal. Donc, moins ln de Ka est égal à moins ln de ce terme-là, moins ln de ce terme-là. Donc, ça, c'est le pKa. Ça, c'est le pH. Et ça, c'est moins ln de taux sur 1 moins taux.
Donc le ln, donc ce qu'on veut, c'est parce que ce qu'on cherche, c'est le taux. Donc le ln de taux sur 1 moins taux, ce n'est rien d'autre que le pH moins pKa. C'est-à-dire que taux sur 1 moins taux est égal à 10 à la puissance pH moins pKa. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc on veut trouver, donc après, on va réarranger le terme, on va trouver le taux. Donc ici, on va mettre le taux en facteur. On va trouver qu'il est égal à cette expression-là. Maintenant, on va diviser par 10 à la puissance pH moins pK, le numérateur et le dénominateur. Donc ici, il reste 1. Ça, le 1 divisé par ce terme-là, et ça, c'est 1. Donc ça, c'est tout simplement, donc ça, c'est le pKa moins le pH. Donc on va trouver que taux est égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. L'expression de la concentration molaire C. Donc on a CI est égal à H3. Donc on a CI est égal à HCOOH équivalent plus H3 au plus. C'est ça ce qu'on appelle la conservation de la masse. Donc est égal à une concentration C' plus H3 au plus équivalent. Et on a H3 au plus équivalent est égal à taux fois CI. C'est-à-dire que CI est égal à H3 équivalent sur taux. Donc on va la remplacer ici. Donc on aura donc H3 au plus équivalent sur taux est égal à C' plus H3 équivalent. Donc c'est-à-dire que C' est égal à ça moins ça. Donc est égal à, donc ça, H3 au plus, c'est 10 moins pH. Ça, c'est 1 sur taux moins 1. Donc on connaît que taux est égal à cette expression-là. Donc on va remplacer taux par son expression. Et on va, c'est parce qu'on va simplifier par 1, donc on va trouver cette expression-là. Puisqu'ici, 10 moins pH, avec moins pH, ça devient 2 pH. Donc ça, c'est C'. Donc pour trouver le C, donc le C, c'est C' plus H3 au plus. C'est-à-dire C est égal à 10 moins pH plus ce terme-là. Donc C est égal à cette expression-là.
Donc, on mélange un volume d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque contenant la quantité de matière initiale Ni de CH3COOH avec un volume de solution aqueuse d'ammoniac contenant la même quantité de matière initiale. Ni, NH3 est égal à Ni, CH3COOH. Donc, l'équation modélisant la réaction entre l'acide et la base, c'est l'équation ici. Donc on donne le pKa de l'acide, on donne le pKa de cet acide encore. Donc ça c'est l'acide A1, ça c'est l'acide A2. Donc l'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction étudiée. C'est-à-dire la constante d'équilibre de cette équation-là. Donc on a l'équation, voici l'équation. Donc le K c'est la concentration qui multiplie la concentration sur la concentration qui multiplie la concentration. Donc, maintenant, on va essayer de trouver le Ka1, c'est-à-dire que c'est l'équation de l'acide éthanoïque. Donc, on va trouver que Ka1, on va trouver que Ka1 est égal à cette expression-là. Donc, pour l'autre acide, on va trouver que le Ka2 est égal à cette expression-là. Donc, lorsqu'on va diviser Ka1 par Ka2, on va trouver qu'il est égal à cette expression-là. Et ça, c'est K. Donc, K est égal à K. Donc on trouve que K est égal à Ka1 sur Ka2. Et Ka1, c'est 10 moins pK1. Et Ka2, c'est 10 moins pKa2. Donc, est égal à 10 pKa2 moins pKa1. Donc, voici l'expression de la constante d'équilibre. Donc, l'expression de l'avancement final de cette réaction. Donc, on a la constante d'équilibre. On a cette expression-là est égale à taux CI. Cette expression-là est égale à taux CI. Et cette expression-là est égale à CI moins taux CI. Et ça est égal à encore à CI moins taux CI. Donc est égal donc taux au carré CI au carré sur CI au carré, facteur de 1 moins taux au carré. Donc on simplifie par CI au carré est égal à taux au carré sur 1 moins taux au carré. C'est-à-dire que taux sur 1 moins taux est égal à racine de K. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. On va trouver que le taux elle est égal à racine de K sur 1 plus racine de K. Et comme le taux est égal à XF sur X max, c'est-à-dire que XF est égal à taux qui multiplie X max. Donc, est égal à NI fois taux. Le X max, c'est NI, puisque le coefficient, c'est équimolaire. Donc, le NI fois taux, d'où le XF est égal à NI qui multiplie ce terme-là.
La question 51. Donc, on considère un système chimique obtenu en le mélangeant. Donc, il y a un volume V1, il y a un volume V2, il y a un volume V3, il y a un volume V4. Donc, ça, c'est un mélange. Donc, l'équation de la réaction, c'est celle-là. Qui régit tout ça, c'est cette équation-là. Donc, ils ont donné le pKa 1 et le pKa 2. Ça, c'est tout simplement pour faciliter les calculs. Donc, la valeur du quotient de réaction à l'état initial. Donc, QRI de cette réaction-là. Donc, le quotient de réaction de l'état initial du système est, tout simplement, donc on va prendre cette concentration qui multiplie cette concentration. Donc, on va prendre cette concentration. Donc, le QRI, c'est la concentration du produit sur la concentration des réactifs. Donc, dans le volume du mélange. Donc, V, c'est le volume des mélanges, c'est-à-dire le mélange de tous les réactifs ici. Donc, d'où la concentration ici, d'où le quotient de réaction initiale, c'est C2V2 sur V, C4 V4 sur V, C1 V1 sur V, C3 V3 sur V. Donc on simplifie par les V, il reste C2, C4, V2, V4, C1, C3, V1, C1, C3, V1, V3. Donc tout simplement, donc on se réfère aux données ici. Donc on va trouver, après calcul, elle est égale à 0,818. Donc après simplification et tout, donc l'avancement final de la réaction est XF. Donc ils ont donné XF. Donc elles veulent le pH du mélange. Donc on a l'équation de la réaction. Donc à l'instant t égale à 0, on a C1, V1, C3, V3, 0, 0. À l'instant t est différent de 0, on a ici C1, V1 moins XF, C3, V3 moins XF. Ici, elle va apparaître plus. Donc ici, on a C2, V2 plus XF et C4, V4 plus XF. Donc on va prendre chaque élément seul pour faisant introduire le Ka1. Donc pour cette réaction, le Ka1 est égal à cette expression-là. Donc avec le log, on va trouver que l'expression ici, ça c'est E. Donc maintenant, on va aborder l'autre équation. Donc ça, elle a une constante d'acidité A2, Ka2. Elle a une constante d'acidité Ka2. Donc il y a cette expression-là. Donc on va introduire le moins ln, on va trouver cette expression-là. Donc on a le E et on a le F. Donc on va additionner le E avec le F. Donc le E, donc ça nous donne pKa 1 plus pKa 2 est égal à 2 pH moins ln de ces concentrations-là. Donc ça, c'est tout simplement, on va la remplacer d'après le tableau. Donc ça, on la connaît, donc on va la remplacer ici. Et donc après calcul, on va tirer le pH. Donc tout simplement, ça c'est du calcul. On va trouver que le pH il est égal à... On va trouver que
Ça, c'est le pKa 1 plus pKa 2 est égal à 2 pH moins ça nous donne, les calculs, ça nous donne 0,32. Donc le pH est égal à ce terme-là, plus ce terme-là, divisé par 2, il est à peu près égal à 10,1. Donc ça, c'est tout simplement des calculs. Donc on réalise la pile cadmium-argent en utilisant une lame d'argent Ag solide plongée dans une solution de nitrate d'argent Ag plus Aq plus NO3 moins Aq. Donc concentration molaire initiale C1 égale à 0,4 mol par litre et une lame de cadmium CD solide plongée dans une solution aqueuse de nitrate de cadmium. Donc CD 2 plus Aq plus 2 NO3 moins Aq. Donc concentration molaire initiale C2 égale à 0,2 mol par litre. Les deux solutions sont reliées par un pont salin. Donc on branche entre les deux électrodes de la pile un conducteur ohmique monté en série avec un ampèremètre et un interrupteur. On ferme le circuit à l'instant T égale à 0. Un courant électrique d'intensité constante circule dans le circuit. Donc les deux solutions ont le même volume V. Donc la masse molaire de Ag est égale à 107,87 g par mol. Donc la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation chimique, elle est déjà établie à la température de 25 degrés. Donc ils ont donné le nombre de Faraday. Donc l'expression de l'avancement de la réaction lors du fonctionnement de la pile à un instant T. Donc quelle est l'expression de l'avancement? Donc, on a d'après la réaction qui régit le fonctionnement de la pile, ici, on a N au moins est égal à 2x et échange 2 électrons. On a 2 fois x et on a cette équation-là. Le I fois T est égal à N au moins qui multiplie F. Donc, tout simplement, on va remplacer le N au moins par 2x et on cherche le x, c'est-à-dire on va trouver que le x est égal à I fois T sur 2F.
à l'instant T1, les coordonnées molaires. Donc, à l'instant T1, les concentrations molaires effectives des ions Hg plus Aq et Cd2 plus Aq sont. Donc, ils ont donné les concentrations molaires. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la valeur du quotient de réaction à l'instant T1, c'est-à-dire QR à l'instant T1. Donc, on a la réaction, c'est là. Donc ça, ce sont des solides. Donc, il n'intervient pas. Donc, le QR de T, c'est tout simplement, il reste ce terme-là divisé par ce terme-là. Donc ça, il a un coefficient stéréométrique qui est égal à 1, et ça, il a un coefficient stéréométrique qui est égal à 2. Donc ça sur ça au carré. Donc ça égale à 0,36, et ça est égal à 8, 10 moins 2 au carré. Donc, tout simplement, on va trouver qu'il est égal à 56,2. La valeur de la masse d'argent déposée sur l'électrode d'argent lorsque la pile sera usée. Donc, lorsqu'elle arrête de fonctionner. Donc, la pile sera usée. Donc, l'électrode d'argent va avoir une déposition de masse d'argent. Donc, on a X est égal à C1 fois V. Et X, c'est la masse sur la masse molaire. Donc, la masse est égale à la masse molaire qui multiplie C1 fois V. Donc, on a les données ici. On va trouver que elle est à peu près égale à 10,787 grammes. Donc, la valeur du rendement donc, on réalise un mélange équimolaire contenant 1,0 égale à 0,12 mol d'un acide A et 1,0 est égal à 0,12 mol d'un alcool B. On ajoute au mélange quelques gouttes d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre de ponce. Donc le dispositif expérimental utilisé est représenté sur la figure. À la fin de la transformation, on obtient la masse de corps E. Ça, c'est un ester qui est égal à 12,64 grammes. C'est un ester, car on a un alcool avec un acide. Donc le produit, c'est un ester avec de l'eau. Donc, ils ont donné le composé organique mis en jeu. Donc la question, le dispositif utilisé pour préparer cet ester s'appelle. Donc ici, sans entendre, ça c'est le montage de chauffage à reflux. Donc ça se voit et c'est déjà mentionné ici. Donc ça c'est ce qu'on appelle montage de chauffage à reflux. Donc ça c'est le montage de chauffage à reflux, donc c'est connu. Donc l'acide A est utilisé donc, parmi les 5 acides ici. Donc pour trouver l'acide utilisé pour qu'on puisse récupérer cet ester, il faut savoir le fonctionnement de la réaction et le processus, ce qu'on appelle l'estérification. Comment se passe-t-il? Alors, donc on a ça, c'est l'ester.
Donc lorsqu'on dit ester, ça c'est ce qu'on appelle watt. Ça c'est ce qu'on appelle par exemple, ça c'est butanwatt 2. Butanwatt 2. Donc, qu'est-ce que se passe? Donc on va prendre un alcool, ça c'est un alcool. Cet alcool-là, c'est celle-là. Tout simplement, on l'a enlevé le H. Donc, elle vient ici. Donc, puisqu'on a cet alcool qui est ici, donc automatiquement, donc l'acide, c'est ici. Donc, c'est-à-dire le O, il est relié à un H. Donc, voici donc ça. Ça, c'est l'acide butanoïque. Donc, ça, c'est le A. La question 58, la valeur de la constante d'équilibre associée à l'équation de réaction qui s'est produite. Donc, on a un acide avec un alcool et dans l'ester plus de l'eau. Donc, la constante ici, c'est les produits sur les réactifs. Donc, les produits sont les mêmes, puisque c'est un mélange équimoléculaire. Donc, c'est tout simplement l'ester au carré sur l'un des deux au carré. Donc, ça, c'est tout simplement, ça c'est la quantité de matière de l'ester sur le volume au carré. Et ça, c'est ce qui reste, c'est 1,0 moins 1 de l'ester. Puisque ça, on parle de l'équilibre. Donc, on a après simplification par le volume, on a cette expression-là. Donc, concernant l'ester, on a sa masse sur la masse molaire. Donc, ils ont donné la masse ici. Ils ont donné la masse molaire. Donc, on peut trouver le nombre de moles. Donc, on a cette expression-là divisée par celle-là. Puis apprendre ça, moins cette expression-là. Donc, ça, après division, ça nous donne 8, 10, moins 2. Donc, ça, c'est 8, 10, moins 2 au carré. Ça, c'est 0,12 moins 8, 10, moins 2 au carré. Donc, on va trouver qu'il est égal à 64. Donc, on va trouver qu'il est égal à 64 sur 16, c'est-à-dire qu'il est égal à 4. Donc, le K, il est égal à 4. La question 59. Donc la valeur du rendement de cette réaction. Donc le rendement, ça c'est facile, c'est un rapport tout simplement. Donc c'est NE, ce qui était récupéré, sur ce qui était initial. Ce qu'on a récupéré, c'est 0,08 et ce qui était initial, c'est 0,12. Donc on va trouver qu'il est égal à peu près à 67%. Donc la dernière question. Donc, lors de la synthèse industrielle de l'ester, qu'on vient de trouver le E, on préfère utiliser un autre réactif D. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser l'acide butanoïque, ils veulent utiliser un autre pour que la réaction soit rapide et totale. Donc, quel est l'acide utilisé parmi les formules semi-développées proposées? Quel est l'acide qui a été utilisé pour trouver l'ester, qui a cette forme-là, donc pour trouver l'ester dans une réaction qui est rapide et totale. Donc D, c'est un acide, c'est-à-dire que sa fonction, elle prend cette forme-là, OOH. Donc la réaction est rapide et totale.
Donc non lente et partielle. Donc il faut choisir un anhydride. Donc puisque ça, ce sont des anhydrides. Donc il faut choisir un anhydride. L'anhydride, c'est quoi? C'est un corps formé de deux composés soudés par un O. Ils doivent être symétriques. Ils soudés par un O. Mais c'est un acide. Donc, ils doivent être symétriques. Donc ça, ils sont symétriques par O. Ça, ils sont symétriques. Ça, il est symétrique. Mais ça, c'est pas un acide. Ça, ils sont symétriques. Et ça, c'est pas un acide. Donc, on a les trois. On a le 1, le 2 et le 3. Donc, 1, 2 et 3. Donc, lorsqu'on veut se référer à l'ester, puisqu'on a un ester, donc l'ester, c'est ça. Donc, voici l'ester. Donc, l'ester, elle est formée par ça, c'est la partie watt. Et ça, c'est la partie qui s'ajoute à la place de l'hydrogène, ou bien du chlore, ou bien de n'importe quoi. Ici, donc c'est O quelque chose. Donc, pour obtenir cette forme-là, donc on voit qu'il n'y a pas de radicaux ici. Il n'y a pas de radical ici. Donc, il faut, donc voici l'acide qu'on a pris en A. Donc, c'est tout simplement le A plus A. Donc, on va trouver cette composée-là. Donc, voici, ça s'appelle anhydride de bétanoïque. Donc, le D, pour que la réaction soit rapide et totale, il faut que le A, l'acide choisi, c'est celle-là. Parmi les acides proposés ici. Donc ça, elle ne contient pas de radicaux. Donc ça, elle contient un radical ici. Et ça, elle contient un radical. Ça, ce ne sont pas des acides. Donc seul le A qui ne contient pas de racine. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.